Salut, moi c'est Stéphane. Je vis à Bali depuis maintenant plusieurs années et aujourd'hui, je gère un portefeuille de villas en location courte durée avec mon équipe locale. J'ai fait des erreurs, des grosses. La première villa que j'ai achetée, je me suis fait avoir sur le prix du terrain et j'ai sous-estimé les coûts de construction de 40%. J'ai donc découvert, après signature, que la zone était classée Green Zone. Impossible de revenir en arrière. Mais ces erreurs m'ont appris. Aujourd'hui, avec ma femme indonésienne, mon réseau de constructeurs locaux et une boîte de property management opérationnel, on livre des projets dans les temps, au budget et qui génère du cash flow dès le premier mois. Pendant les 20 prochaines minutes, je vais te montrer exactement pourquoi Bali est une vraie opportunité d'investissement et surtout comment le faire de A à Z pour éviter les pièges dans lesquels je suis tombé. Pas de blabla, que de la valeur, on va même aller sur le terrain. C'est parti, let's go! Ok, maintenant pourquoi Bali? Premièrement, la demande locative est structurelle, pas conjoncturelle. Regarde ce terrain, vide aujourd'hui. Dans 9 mois, ce sera une villa 4 chambres qui tournera à 70% d'occupation minimum. Parce que Bali n'attire pas que des touristes en vacances. Oui, il y a les surfeurs et les couples en lune de miel, mais aujourd'hui, Bali attire des familles d'expatriés qui restent 3 mois, 6 mois, même voire 1 an. Des entrepreneurs qui veulent bosser au soleil, des retraités qui passent la saison froide ici, des groupes d'amis qui viennent pour des vacances. Cette diversité de profils, ça veut dire une seule chose, la demande est constante. Pas de morte saison, comme dans les destinations purement touristiques, janvier-février, les familles australiennes, mars-mai, les digital nomades, juin-août, les vacanciers européens, septembre-décembre, les Américains qui fuient l'hiver et les Australiens qui reviennent. Une villa bien située, bien designée, bien gérée, elle tourne toute l'année. Deuxièmement, les rendements peuvent exploser si c'est bien exécuté. Parlons chiffres. Et attention, je ne vais pas te vendre du rêve avec des calculs Excel bidons. Une villa de chambre à Canggu, achetée 90 000 €, bien positionnée, bien équipée, bien gérée. Tu peux viser 100 à 130 € net par nuit en haute saison. 80 à 110 € net en basse saison. Avec un taux d'occupation de 75%, ça te fait 2300 € de revenus net par mois. Sur un investissement total terrain plus construction plus ameublement de 140 000 € net, une fois que tu retires les 30-35% de frais de gestion, oui on va parler de ça en détail, vous inquiétez pas, tu peux sortir presque 20% de ROI net. Et je parle de net réel, pas de rendement théorique. Mais attention, et c'est crucial, ces chiffres, c'est seulement si tu fais les choses bien. Certaines agences vous proposent des prix 2 fois supérieurs aux miens. Faites vos calculs, il vous faudra plus de 10 ans pour être rentable avec eux. Mauvais emplacement, design pas adapté, gestion amateur. Tu peux facilement tomber à 40% d'occupation et te retrouver à perdre de l'argent. C'est pour ça que l'exécution, c'est 80% du game. Troisièmement, le ticket d'entrée est modulable et scalable. Ce qui est intéressant avec Bali, c'est que tu peux adapter ton projet à ton budget et à ton objectif. Tu as 80 000 €, tu peux acheter un bail de 25 ans sur un terrain, construire une villa de chambre, la meubler et commencer à générer du cash flow. Objectif ? Remboursement rapide et flux de trésorerie. Si tu as 500 000 € et tu veux diversifier, tu peux développer 3 villas sur un projet ou racheter une villa existante et l'optimiser. Objectif ? Portefeuille et mutualisation du risque. Tu as plus et tu veux du volume, on peut partir sur un projet de 8, 10, 12 villas comme celui qu'on est en train de livrer actuellement. Objectif, économie d'échelle et asset management. L'important, c'est pas la taille de ton projet qui compte, c'est d'acheter au bon prix, de penser exploitation dès le design et de piloter l'exécution au quotidien. Quatrièmement, l'expérience et la photogénie. C'est ton meilleur levier marketing. Les gens ne louent pas une villa, ils louent une expérience. Regarde cette villa, volume, lumière naturelle qui rentre par les grandes baies vitrées, transition fluide entre l'intérieur et l'extérieur, matériaux naturels, rotin, bois, pierre, c'est instagrammable. Et c'est pas de la décoration pour faire joli, c'est du design pensé pour la location. Chaque détail compte, l'orientation de la piscine pour la lumière du matin, la hauteur du plafond pour la sensation d'espace, les textures qui donnent bien en photo, l'éclairage indirect pour l'ambiance. Résultat, tes guests prennent des photos, ils les postent, tu as de la pub gratuite et surtout, ils laissent des avis 5 étoiles, ce qui booste ton ranking Airbnb, ce qui augmente la visibilité, ce qui te remplit ton calendrier. C'est un cercle vertueux. Cinquièmement, l'écosystème s'est professionnalisé à Bali en 2025. C'est plus les backpacker paradise des années 2000. Tu as maintenant des écoles internationales de qualité, des hôpitaux privés corrects, des espaces de coworking partout, des restos gastronomiques, des salles de sport premium, des boutiques, des services et même des influenceurs qui font des vidéos toute la journée pour paraître riches. Ça veut dire quoi pour toi, investisseur? Ça veut dire que ta clientèle a upgrade. Les gens qui viennent à Bali aujourd'hui ont du pouvoir d'achat. Ils veulent du confort, du service, de la qualité et ils sont prêts à payer pour. C'est pas le surfeur qui dort dans un dortoir à 10 €, c'est la famille qui cherche une villa à 300 € la nuit avec piscine privée, cuisine équipée, wifi et service de ménage quotidien. Cette évolution de l'écosystème, elle pérennise la demande et elle tire les prix vers le haut. Sixièmement, oui, il y a des risques. C'est pour ça que le local est crucial. Maintenant, soyons honnêtes, Bali, c'est pas la France.
c'est pas les États-Unis, c'est l'Indonésie. Il y a des risques. Les zonages peuvent changer. Les permis peuvent traîner, les matériaux peuvent arriver en retard, la qualité de construction peut être aléatoire, la gestion peut être catastrophique si tu confies ça à des amateurs sans présence terrain, sans réseau local, sans quelqu'un qui parle bahasa et qui connaît les codes culturels. Tu peux perdre gros, mais vraiment gros, hein. C'est exactement là que mon intégration locale change tout. Ma magnifique femme est indonésienne, elle négocie directement avec les fournisseurs à Yogyakarta en bahasa. On a nos propres équipes de construction, on connaît les notaires, les architectes, les ingénieurs, on sait comment naviguer l'administratif local. Je ne te dis pas ça pour me vendre, je te dis ça parce que c'est la réalité. À Bali, sans le local, tu es en danger. Avec le local, tu transformes les risques en opportunités. C'est très important. Maintenant, tu comprends pourquoi Bali. Laisse-moi te montrer exactement comment faire, étape par étape. Première étape, objectif et budget. Première question, et c'est la plus importante, quel est ton objectif? Tu veux du cash flow immédiat pour te payer un salaire? Tu veux de l'appréciation long terme pour revendre dans 5 ou 10 ans? Tu veux un mix perso? Tu occupes la villa 2 mois par an et tu la loues le reste de l'année? Définis ça clairement, parce que ça va déterminer tout le reste. La zone, le type de villa, le niveau de finition, la stratégie de gestion. Ensuite, budget total. Et là, attention, on parle pas juste du terrain et de la construction, on parle de tout. Bail ou achat du terrain, construction, ameublement et équipement. Frais de notaire et avocat, permis de construire. Fixe un chiffre réaliste, pas un Excel optimiste. Deuxième étape. Où et quoi? Bien évidemment, Canggu, le plus demandé, le plus cher, le plus saturé aussi. Bon pour du très haut standing si tu peux te différencier. Ensuite, Berawa, Pererenan et Tumbak Bayou. Encore accessible, en plein développement, très bonne demande, moins de concurrence. Pour moi, c'est mon spot préféré en termes de rapport qualité-prix. Ensuite, vous avez Uluwatu, Bingin. Voilà, c'est plus sauvage, clientèle surf et nature, moins de volume, mais tarif premium si c'est bien fait. Ensuite, le produit. 2 chambres. Pour les couples et les petits groupes, ticket d'entrée plus bas, mais revenus plafonnés. 3 chambres. Le sweet spot. Polyvalent, bon équilibre entre coûts et revenus. 4 chambres et plus. Pour les grandes familles et groupes. Choisis en fonction de ta zone et de ta clientèle cible, c'est très important. Troisième étape, et celle-ci elle est non négociable. La structuration légale. En Indonésie, si tu es étranger, tu ne peux pas acheter de terrain en freehold. Tu as 2 options principales. Le bail longue durée, leasehold, généralement 25 ou 30 ans, renouvelable, ou passer par une structure locale de type PT-PMA. Quel que soit ton choix, tu travailles avec un notaire local et un conseiller juridique qui connaît le droit indonésien. Pas ton pote qui a fait du droit en France, bien évidemment. Un vrai pro local. On verrouille tout par écrit. Durée, conditions de renouvellement, droits et obligations, fiscalité. On fait les choses bien, dans les règles. Pas de shortcut, pas d'arrangements verbaux. L'Indonésie, c'est pas l'Ouest sauvage. N'oubliez pas qu'on n'est pas dans notre pays. Quatrième étape, la due diligence. C'est chiant, c'est long, mais c'est ce qui va sauver ton investissement. On vérifie le zonage. Attention, en Indonésie, il y a des green zones, des yellow zones, des red zones et j'en passe, il y en a même d'autres. En green zone, nous sommes sur un espace protégé et il est donc interdit de construire. Donc renseigne-toi bien avant et pas après. Il faut bien évidemment vérifier le titre de propriété, les servitudes, les accès. Est-ce qu'il y a un chemin légal ou pas pour accéder au terrain? Est-ce qu'il y a des droits de passage pour les voisins? On vérifie le sol aussi. L'étude de sol est très importante. Est-ce que c'est stable? Est-ce qu'il y a une nappe phréatique peu profonde ou pas? Est-ce qu'on va devoir faire des fondations spéciales? On vérifie l'accès à l'eau et à l'électricité. Est-ce que c'est disponible? À quel coût de raccordement? Une due diligence solide, ça te coûte quelques milliers d'euros. Une erreur de due diligence, ça peut te coûter des dizaines de milliers d'euros. Faites les choses bien. Cinquième étape, la négo et l'achat. Ici, le réseau local et les codes culturels font toute la différence. Les Indonésiens ne négocient pas comme les Occidentaux. C'est plus indirect, plus relationnel, plus long. Ma femme négocie directement en bahasa pour ma part. Elle connaît les prix réels, pas les prix touristiques. Elle sait quand il faut pousser, quand il faut reculer, comment structurer l'offre pour que tout le monde soit content. Résultat, on obtient de meilleurs prix et de meilleures conditions. On verrouille tout par écrit, c'est très important. On paye par tranche sécurisée, on protège notre investissement. Sixième étape, et c'est là que beaucoup se plantent. Le design.
On ne dessine pas une belle villa, on conçoit un produit locatif qui doit générer du cash flow. Ça veut dire qu'on pense circulation fluide entre les espaces. Pas de recoins inutiles, pas de zones mortes. On pense volume et lumière naturelle. Les gens veulent de l'espace, de la hauteur sous plafond, de la lumière. Ça fait de belles photos, ça justifie un taux d'occupation élevé. On pense orientation de la piscine pour la lumière du matin, on pense emplacement des chambres pour l'intimité, on pense aussi rangement et praticité pour le ménage, on pense durabilité des matériaux et facilité d'entretien. Une villa belle, mais compliquée à entretenir, c'est un vrai cauchemar en gestion. Une villa pensée pour l'exploitation, ça roule tout seul, donc pensez-y. 7e étape, les permis. Avec l'architecte et l'ingénieur, on dépose les dossiers auprès des autorités locales. L'IMB, c'est le permis de construire indonésien. L'objectif, c'est la conformité dès le départ. Pas de construction sauvage en espérant régulariser après. On fait les choses propres. On évite les problèmes. On dort tranquille. 8e étape, le contrat de construction. Et ici, c'est non négociable. Tout doit être écrit noir sur blanc. Bill of quantity complet. Ça veut dire chaque poste, chaque matériau, chaque quantité. Spécification des matériaux, marque, qualité, finition, jalon de paiement lié à l'avancement réel, pas des dates arbitraires, pénalité de retard, garantie et un planning réaliste. En Indonésie, un chantier ça prend du temps. Compte environ 9 à 12 mois pour une villa standard, 14 mois pour du haut standing. 9e étape, et c'est la plus critique, le suivi de chantier. Je suis sur le chantier tous les jours, pas une fois par semaine, tous les jours. On fait des rapports hebdomadaires avec photos et vidéos. On a un groupe WhatsApp avec les investisseurs pour la transparence totale. On valide tous les échantillons de matériaux avant commande. On contrôle la qualité en temps réel. Parce que c'est là que tout se joue. Un problème détecté en 2 semaines, ça se corrige facilement. Un problème découvert en semaine 20, ça peut foutre en l'air tout le planning et exploser le budget. Les imprévus, il y en a toujours. Un fournisseur qui livre en retard, une erreur de code, un matériau non conforme. Ce qui compte, c'est la réactivité. On gère, on ajuste, on trouve des solutions. C'est pour ça que sans présence terrain, tu es dans le noir. 10e étape, fourniture et équipement. L'erreur classique, négliger le budget et se retrouver à rogner sur la qualité ou à dépasser le budget total. On prévoit les fournitures dès le début. Compte 15 à 20% de ton budget construction pour meubler correctement une villa. Moi perso, ma femme s'occupe de tout. Elle source directement à Yogyakarta, d'où elle est originaire. Elle négocie en Bahasa. Elle connaît les bons fournisseurs qui livrent de la qualité à des prix corrects. Car toutes les usines de production se trouvent là-bas. On sélectionne un rapport qualité-prix ultra compétitif. Pas du cheap qui va se casser en 3 mois. Pas du luxe inutile non plus. On vise le mélange parfait, design attractif, matériaux solides et entretien facile. 11e étape, la mise en location et les opérations. Et là, c'est mon équipe de property management qui prend le relais. On crée l'annonce avec les bonnes photos. Shooting pro, pas de photos de téléphone. On écrit les descriptions optimisées pour le SEO Airbnb. On met en place la tarification dynamique. On ajuste les prix en fonction de la demande, de la saison et des événements locaux. On gère le check-in et le check-out. On fait le ménage quotidien ou au changement selon les formules. On assure la maintenance préventive et curative. On gère le service client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en anglais et en Bahasa. Pourquoi c'est crucial? Parce que des opérations carrées, ça génère des avis 5 étoiles. Ça booste ta visibilité sur les plateformes. La visibilité, ça remplit ton calendrier. Le calendrier plein, c'est du revenu. C'est un système, et chaque maillon compte. 12e étape, les optimisations post-livraison. Une villa, c'est jamais figé. On analyse les performances, on écoute les retours des guests, on améliore constamment. Par exemple, convertir un espace inutilisé en 5e chambre pour augmenter la capacité. Ajouter une pergola ou une ombre naturelle pour rendre la terrasse utilisable toute la journée. Pourquoi pas aussi créer un coin bureau pour les digital nomades. Et aussi, améliorer l'éclairage pour de meilleures photos, affiner les tarifs et la durée minimale de séjour. Ces petites optimisations cumulées, elles peuvent augmenter tes revenus de 15 à 25% sans investissement majeur. Donc faites les choses dans les règles. Pour conclure, Bali peut être une opportunité sérieuse si tu fais les choses dans les règles, avec présence terrain et réseau local. Surtout, clarifie ton objectif. Structure légalement avec un notaire et un avocat compétent. Fais ta due diligence en profondeur, pense à l'exploitation dès le design, pilote le chantier au quotidien, opère avec une équipe professionnelle. Tu as maintenant le pourquoi et surtout le comment. Si tu veux qu'on évalue ton projet ensemble, le lien il est juste en description. Abonne-toi pour suivre les épisodes chantier, les optimisations et les coulisses de la construction à Bali. À bientôt!